pense qu'on peut y aller, hein, Khadim. Oui, oui, on peut y aller. Donc, je peux commencer avec les Ah ouais, dispositions. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour, chers partenaires. Je me nomme Harim Rassoul Gueye. Je suis responsable, je suis chargé de projet à NDAEC, à OIDP Afrique. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce lancement Afrique centrale du prix d'excellence du leadership local. Avant de commencer, nous allons vous présenter quelques dispositions techniques à respecter afin de faciliter le confort d'écoute à tout le monde. Donc, dans un premier temps, nous vous demandons de garder les micros fermés pendant les présentations, ce qui pourra permettre à tout le monde d'avoir un bon confort d'écoute et d'éviter également les interférences pendant les présentations. De même, nous vous recommandons de garder les caméras fermées si vous sentez que votre connexion a des défaillances. Et donc, si vous sentez que votre bande passante n'est pas très bonne, il est recommandé de garder les caméras fermées. Donc, après les présentations, il y aura des échanges. Et à partir de ce moment, vous pourrez lever la main, la parole vous sera donnée, vous pourrez ouvrir votre micro pour prendre la parole, poser une question, faire une recommandation ou apporter une contribution. Également, avant de terminer, nous vous informons que cette session va être enregistrée et diffusée sur nos réseaux sociaux, conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Bon, Monsieur Kanouté, aujourd'hui, il n'y aura pas de traduction simultanée. Nous sommes entre francophones. Donc, je vous remets la parole pour entamer les travaux. Merci à tous. Merci Khadim pour ces quelques éléments à prendre en compte comme disposition pour le confort de notre session. Et je voudrais, au nom de la Commission de l'Union africaine, au nom de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique basés à Rabat, et au nom de l'observatoire que je dirige, vous souhaiter la bienvenue. Khadim, je ne sais pas si Madame Monique est là pour lui donner la parole par la suite pour l'ouverture. En tout cas, au nom de ce consortium qui organise ce prix d'excellence qui a été lancé à l'échelle continentale la semaine passée, je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à vous tous virtuellement rassemblés sur la plateforme et vous remercier également pour votre présence. Khadim, si elle est là, tu me signales, sinon je pourrais poursuivre, hein. Non, vous pouvez poursuivre. Elle n'est pas encore là. D'accord. Madame Monique Ayi, on voulait, elle avait signalé qu'elle allait, qu'elle allait participer à la présente, qu'elle allait participer à la session pour le lancement. Bon, mais j'ai l'impression qu'elle a eu certainement des contraintes. Donc, oh, alors, pour la session qui rassemble essentiellement les pays d'Afrique centrale, nous aurons 5 temps forts. Le premier, ça va être bon, ce que nous sommes en train de faire maintenant, l'ouverture et surtout la présentation de l'observatoire et le cadrage de la session. Et ensuite, on pourra revenir sur la présentation du prix d'excellence continentale, dans son édition continentale, et l'approche de distinction, comment ça va se faire. Et je suggère que tout de suite après, qu'on fasse une photo de famille avant d'aborder les questions et réponses. Et on terminera par la clôture et on espère que d'ici 2 heures maximum, on pourra boucler la session qui sera essentiellement consacrée à la présentation sommaire, mais aussi à la présentation de la plateforme de soumission du prix. Alors, sur les éléments de cadrage et surtout de présentation, je disais tantôt que ce prix est co-organisé par l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, notamment à travers le comité technique spécialisé numéro 8 qui s'occupe de la décentralisation, gouvernance et développement local au sein de l'Union africaine. Également cité les gouvernements locaux unis d'Afrique, basé à Rabat et qui est la grande plateforme des associations de pouvoirs locaux en Afrique, et également au nom de l'Observatoire de la démocratie participative basé ici à Dakar. Je voudrais
donner quelques éléments pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet observatoire que vous puissiez connaître et éventuellement adhérer là-dessus. L'observatoire vise principalement trois grands objectifs. Le premier, c'est nous travaillons pour consolider les dynamiques de démocratie en général et celles participatives en particulier en Afrique. Et deuxième objectif, c'est de renforcer les processus, les institutions, mais également les acteurs qui travaillent dans la démocratie, la gouvernance et le développement local. Et je suis tout heureux parce que j'ai eu plusieurs missions en Afrique centrale, Cameroun, Congo, etc., les deux Congos. Et c'était essentiellement pour travailler sur cet aspect-là, comment renforcer les processus de démocratie, comment renforcer les institutions, mais également comment renforcer les acteurs, notamment ceux de la société civile qui travaillent sur ces questions. Et enfin, troisième objectif, c'est d'accompagner les États africains à l'institutionnalisation des acquis de la démocratie participative dans les politiques publiques. Là, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans les territoires, dans les entités territoriales. Et l'enjeu, c'est comment tout ce travail qui se fait et comment les acquis qui sont capitalisés peuvent être traduits dans les politiques publiques pour le plus grand nombre de citoyens en Afrique. Voilà les trois grands objectifs de l'Observatoire. Et là, c'est une vue panoramique sur qui sont les pays qui sont couverts. Bon, essentiellement, vous verrez que c'est 31 pays, plus de 2000 collectivités territoriales. Et là, c'est le recensement d'il y a 2 ans, maintenant, oui, 2 ans. C'était en 2023. J'en profite pour lancer un appel. Nous sommes en train de faire le recensement pour 2025. Et je pense qu'on aura les résultats d'ici quelques mois. Pour les pays qui n'ont pas encore envoyé ce recensement, notamment les points focaux, je vous lance l'appel pour le faire. Alors, au sein de l'Observatoire, il y a également plus de 300 organisations de la société civile en Afrique et une soixantaine d'universités et centres de ressources qui sont également membres. Alors, pourquoi cette pluralité d'acteurs? Puisque nous sommes convaincus que la démocratie, ce n'est pas uniquement une affaire de l'État, ce n'est pas uniquement une affaire des élus, c'est aussi une affaire des citoyens, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire des universités, et je disais que c'est aussi l'affaire même des organes de presse, les médias, qui jouent un rôle important dedans. Alors, depuis 2022, année à laquelle nous avons tenu la principale Assemblée générale de refonte de l'Observatoire. Donc, cette assemblée s'est tenue en 2022. Bon, depuis lors, les présidents qui se sont relayés à la tête de l'Observatoire et que je tiens à remercier, c'est Jean-Marc Yassé de la Côte d'Ivoire, qui est maire de Cocody. Il a été le premier président suite à l'Assemblée générale tenue en 2022. Ensuite, Enaïs Komiché, maire de Maputo en 2023, et suivi de Jean-Luc Atropo, maire de Cotonou en 2024. Et vous verrez que nous, on n'a pas de présidence ni à vie, ni à... Bon, c'est des présidences d'1 an. À la fin de l'année, vous organisez les assises et ensuite, on passe le témoin à une autre collectivité territoriale, à un autre maire. Et depuis quelques jours, les gouvernements ont aussi dit qu'ils veulent aussi participer à la présidence. Donc, le quatrième président qui assure la présidence présentement, c'est Momodou Wouri Diallo, qui est honorable député maire, qui assure maintenant la présidence et qui va accueillir en 2025 les assises de l'Observatoire. Je vous donne la date qu'il faut noter, c'est du 8 au 10 octobre à Dakar. Réservez cela dans votre calendrier, s'il vous plaît, pour qu'on puisse retrouver le moment venu à Dakar pour échanger sur la démocratie participative, la gouvernance et surtout renouveler les instances et ensuite partager ce que nous avons comme bonne pratique et ensuite remettre les trophées pour le prix d'excellence que nous sommes en train de lancer présentement. Le prix d'excellence, de quoi s'agit-il? Là, c'est la présentation de la plateforme. Je disais que la présentation continentale a été faite la semaine passée avec l'Union africaine, avec ses GLU.
et avec l'ensemble des dirigeants de l'Observatoire, notamment le président de l'Observatoire. Là, c'est le lancement de la plateforme qui permet d'aller un peu plus en détail pour que ceux qui sont les élus, la société civile, mais aussi les représentants des ministères, qu'ils puissent voir concrètement de quoi il s'agit et s'ils veulent soumettre, comment est-ce qu'ils peuvent procéder. Je voudrais profiter de cet instant également pour remercier bien sincèrement les points focaux sous-régionaux, mais aussi les points focaux nationaux qui abattent un travail extraordinaire dans les villes où ils sont, dans les pays où ils sont, et dans les sous-régions également qu'ils couvrent. Pour l'Afrique centrale, notamment, c'est Afro Leadership. Et je sais que pour l'Afrique centrale, pour les points focaux nationaux, je peux citer point focal pour Congo, Brazzaville, et le point focal pour Congo-Kinshasa, et que je tiens à remercier, Cameroun également, que je tiens à remercier pour le travail qu'ils font dans ces sous-régions et au niveau national. Merci à vous tous, j'espère qu'ils sont là et qu'ils se reconnaîtront dans ces remerciements-là. C'est Henri, c'est Charlie, mais c'est également Congo avec Denis. Denis, voilà. S'ils sont sur la plateforme, big up et respect pour vous. Alors, le prix d'excellence, de quoi s'agit-il? Pourquoi on l'a lancé? Il faut d'abord mettre cela dans le contexte de ce qui s'est passé dans les années 2013, où l'Union africaine a adopté l'agenda 2063. C'est un document fondateur qui n'est pas très bien connu, au même titre que l'agenda du développement durable. Cet agenda 2063 a été lancé et adopté en 2013 par les chefs d'État réunis en sommet de l'Union africaine autour du slogan «L'Afrique que nous voulons» et en insistant sur le fait que cette Afrique que nous voulons doit être centrée sur les besoins et les préoccupations des citoyens et des communautés. Après l'agenda, les chefs d'État ont également adopté un document important, c'est la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, gouvernance et développement local. Et ça a été adopté en 2014 au cours du 23e sommet de l'Union africaine qui s'était tenu à Malabo. Et dans ce document, deux éléments retiendront notre attention. Le premier, c'est célébrer la journée africaine de la décentralisation qu'ils ont suggéré aux alentours du 8 août de chaque année. Et deuxième élément, c'est l'article 21 qui insiste sur la nécessité de mettre en place un système pour primer l'excellence, la créativité et l'innovation dans la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Alors, cette initiative que nous organisons, le prix d'excellence, s'inscrit dans cette charte africaine-là qui a été adoptée et dans ces recommandations que les chefs d'État ont adoptées en disant primons l'excellence, faisons en sorte que là où il y a des bonnes pratiques, là où il y a des expériences inspirantes, qu'on puisse les identifier, mais qu'on puisse également les primer. Alors, depuis 2018, nous avons lancé au niveau national au Sénégal cette édition, la première édition du prix d'excellence que nous avions tenu en 2018. Ça, c'est quelques images. Deuxième édition en 2019 et ensuite troisième édition qui a été une édition numérique en 2020. C'était pendant le Covid. Nous n'avons pas pu tenir une édition en présentiel, mais on a tenu une édition en numérique, en format numérique. Et en 2021, on a tenu la quatrième édition. Et la cinquième édition s'est tenue en 2022. Et là, c'est quelques images de cette édition-là. Ensuite, on a tenu une édition sous-régionale, passant du Sénégal à 8 pays de la sous-région. Cela sur recommandation de l'Union africaine, hein, puisque quand on a fait les 5 éditions au Sénégal, l'Union africaine, après avoir partagé avec eux les résultats, ont fortement suggéré qu'on puisse faire une édition continentale du prix. On n'a pas pu tout de suite faire l'édition continentale, mais nous avons fait une édition dans la sous-région Afrique de l'Ouest, couvrant les 8 pays. Ça, c'est quelques images de cette édition qui s'est tenue à Cotonou, où nous avons célébré au cours du Forum international de la démocratie participative, nous avons pu célébrer
ceux qui sont les champions en Afrique sur différentes catégories, c'est les maires, c'est les chercheurs, c'est les journalistes communicants, mais aussi nous avons pu célébrer des personnalités qui ont marqué le processus de décentralisation, notamment Jean-Pierre Elongbassi, le CGLU Afrique, et bon, d'autres, Ousmane Sy, je me souviens, qui a été également ministre de la décentralisation au Mali, qui a été expert de l'Union africaine et qui a été expert de plusieurs grandes institutions qu'on a célébrées également pour le travail qu'ils ont fait pour accompagner le processus de décentralisation en Afrique. Alors, depuis lors, nous avons pris le pari de faire la mise à l'échelle du prix d'excellence, passant des 8 pays à l'ensemble du continent. Donc, c'est ce qui explique cette édition panafricaine qui, cette année, va couvrir l'ensemble des pays d'Afrique. Alors, c'est un pari qui est très grand et dans ce grand pari, l'intention que nous avions, c'est de favoriser la performance et l'émulation au sein des collectivités territoriales africaines pour une meilleure gouvernance, puisque nous étions convaincus que accompagner par l'émulation, mais également accompagner pour renforcer la performance était un des moyens pour une meilleure gouvernance, pour instaurer la gouvernance dans les territoires, offrir un modèle des leaders locaux qui se seront distingués dans la gouvernance et le management des collectivités territoriales. Bon, ça, c'était aussi important puisque, comme on dit souvent, l'éducation par le modèle compte beaucoup pour nous, Africains. Prendre des modèles de réussite et les montrer à d'autres, c'est aussi important puisque ça peut les inspirer. Mais surtout, c'était aussi pour rompre avec cette tendance qu'on avait souvent en Afrique, où quand on parle de l'Afrique, ou quand on parle des territoires, quand on parle des acteurs qui sont dans les territoires, c'est toujours par le négatif. Bon, alors qu'il y a des bonnes choses qui se font. Mais souvent, quand ça ne marche pas, on critique, mais quand ça marche, on ne dit rien. Alors qu'il y a dans les territoires des innovations qui sont portées par les élus, qui sont portées par les leaders de la société civile, par les chercheurs, etc., etc. Et personne n'en parle. Nous, on a dit non, on va pour une fois parler de l'Afrique en bien, parler de l'Afrique en bien par les modèles de réussite qu'on aura identifiés dans les territoires pour qu'ils puissent. Oh, excusez-moi, je vais devoir décrocher parce que c'est le maire de Cocody. Bonjour. Toutes mes excuses. C'est souvent compliqué, surtout quand il y a des autorités. Alors, donc, troisième intention en le faisant, c'était aussi pour favoriser l'apprentissage par pair. Nous avons, à travers les expériences, découvert que quand les élus se parlent entre eux et présentent les cas qu'ils ont eu à faire, c'est un puissant levier pour faire l'apprentissage entre élus, mais également entre décideurs publics, notamment ceux qui sont dans les ministères, ceux qui sont dans les directions techniques, hein, leur permettre de partager leur expérience, leur permettre de se renforcer mutuellement était un puissant levier de changement et de transformation sociale. C'est également le cas entre journalistes, communicants et chercheurs. Donc, pour nous,
En mettant en œuvre ce prix d'excellence, c'était aussi un moyen pour favoriser cet apprentissage par pair. Améliorer le cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale en Afrique. Vous le verrez dans la présentation. Chaque fois que nous faisons une édition, nous élaborons un mémorandum que nous partageons avec les décideurs, notamment les présidents et aussi les ministères techniques en charge de ces questions-là, pour leur dire notre point de vue sur la gouvernance territoriale, sur la décentralisation et les recommandations que nous faisons pour qu'ils puissent améliorer ce cadre de la décentralisation-là. Améliorer la visibilité, notamment pour les productions médiatiques, améliorer la qualité et donner une meilleure visibilité aux innovations. Nous sommes conscients que les journalistes et les communicants, notamment par la plume, par le micro et par la caméra, font une remontée de l'information de ce qui se passe sur les territoires. Alors, en initiant ce prix, c'est aussi les pousser à aller vers des productions médiatiques de qualité. Et étant entendu que s'il y a une production médiatique de qualité, nous pouvons l'identifier, le distinguer et nous pouvons le primer. Pour les chercheurs, la communauté scientifique, c'est aussi de valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement en mettant en place tout un ensemble de dispositifs pour rapprocher le monde scientifique aux réalités et aux besoins des communautés. Je pense de plus en plus, bon, l'idée est lancée depuis quelques décennies maintenant où la communauté scientifique considère qu'ils doivent être plus proches des communautés à la base des populations, des citoyens pour se nourrir de ce qui se fait dans ces territoires et travailler sur les préoccupations qui se posent dans ces territoires et les transformer en questions de recherche pour travailler là-dessus, pour faire des propositions. Et enfin, dernière intention en initiant ce prix, c'est de cultiver les valeurs de la citoyenneté active et responsable auprès des jeunes. Très souvent, on l'oublie, mais quand on dit 2063, ceux qui seront les adultes en 2063 sont aujourd'hui les jeunes. Donc, comment travailler pour qu'ils puissent grandir avec des valeurs de la citoyenneté, des valeurs de la démocratie, des valeurs de la bonne gouvernance et qu'ils puissent, le moment venu, investir tout ce capital apprentissage qu'ils auront accumulé pendant qu'ils sont jeunes, qu'ils puissent le réinvestir dans la vie sociale. Donc, voilà les intentions que nous avions en lançant ce prix d'excellence-là, et vous verrez que c'est essentiellement pour améliorer qualitativement bon, ce qui se fait aujourd'hui en Afrique et pour montrer aussi ce qui se fait et que ça puisse aider d'autres à s'inspirer et à puisse dupliquer ces expériences-là dans leur territoire ou dans leur milieu de recherche. Ce prix cherche à distinguer les ministères et les directions techniques. C'est aussi pour les collectivités territoriales autour de 6 catégories sur lesquelles je reviendrai. Donc, deuxième groupe d'acteurs que nous cherchons à primer, c'est les autorités locales. C'est également les journalistes et communicants, notamment à travers les documentaires et les articles de presse. C'est également les journalistes, les universitaires et les chercheurs. Je reviendrai là-dessus, notamment les doctorants, mais aussi les professeurs qui font des papiers scientifiques, des articles scientifiques. C'est également les citoyens transformateurs, ceux que nous appelons les citoyens modèles, c'est les leaders de la société civile, c'est des présidents de groupements de femmes, des présidents de groupements de femmes, c'est des présidents d'associations de personnes handicapées, c'est des citoyens simples qui sont dans les communautés et qui disent, bon, les vécus de la communauté dans laquelle je suis, bon, il faut le transformer puisque ce n'est pas ce qui est bien pour leur bien-être. Et donc, qui, à travers les actions qu'ils mènent, tendent à transformer cette communauté-là pour le bien-être et pour le cadre de vie. Et enfin, c'est les enfants et jeunes à travers la culture scientifique, la culture urbaine ou la culture scientifique, notamment à travers les créations musicales et surtout les supports audiovisuels. Je reviendrai là-dessus. Donc, voilà les 6 catégories d'acteurs qui sont ciblés par le prix que nous lançons. Et pour chacune des catégories, il y a tout un processus sur lequel je reviendrai pour identifier les meilleurs et pour pouvoir les inviter à Dakar, qu'ils viennent recevoir leur trophée. Les critères. Pour les ministères, nous cherchons à identifier les bonnes pratiques
les innovations, mais surtout les dispositions qui sont prises par les gouvernements et les ministères pour renforcer le cadre de la décentralisation en général à travers la Constitution, donc le cadre constitutionnel. Est-ce que cette question de la décentralisation, est-ce que cette question de l'autonomie des collectivités est reconnue dans le cadre normatif, dans le cadre constitutionnel d'abord, dans les lois, et aussi à travers les institutions, hein, pour approfondir la démocratie locale, la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Euh, les ministères, les bonnes pratiques ou les dispositions qui seront prises également pour renforcer les capacités d'intervention des collectivités locales. C'est vrai que quand on dit décentralisation, très souvent, bon, on pense au transfert des compétences, on pense également à la décentralisation territoriale, géographique, etc. Mais ce qui va être le levier pour que cette décentralisation réussisse, c'est quelles sont les capacités que les collectivités ont pour assumer les compétences qui leur sont transférées, notamment le transfert financier. Est-ce que ça suit le transfert des compétences? Est-ce qu'ils ont mis en place un dispositif où des dispositions sont-elles prises pour que les collectivités puissent mobiliser les ressources propres? Ou est-ce qu'on a pu renforcer leur capacité technique d'intervention? Et est-ce qu'on a mis en place un dispositif pour mesurer la performance des collectivités territoriales pour s'assurer qu'année par année, ils sont en train d'évoluer qualitativement? Et troisième aspect qui sera évalué pour les ministères, c'est de voir les dispositions qu'ils ont prises, notamment pour renforcer la gouvernance, puisque nous sommes conscients que sur plusieurs aspects, les décisions et les politiques sont prises au niveau national, mais est-ce que le niveau national travaille avec les collectivités territoriales pour l'application de ça? Bon, c'est les questions de participation citoyenne, par exemple. L'implication des collectivités dans la lutte contre les changements climatiques. Bon, vous savez, l'agenda Paris a été adopté et bon, on doit faire des plans climat. Est-ce que les plans climat sont discutés avec les collectivités? Est-ce que les collectivités y trouvent leur place? Est-ce que dans son élaboration, elles sont impliquées? Les stratégies nationales d'urbanisation, aujourd'hui, le plus grand défi auquel l'Afrique est confrontée, c'est l'urbanisation qui est en cours et qui est galopante. Est-ce que les politiques nationales d'urbanisation sont élaborées et mises en œuvre avec une bonne implication des territoires, puisque c'est exactement à ce niveau-là que ces politiques vont être mises en œuvre. Donc voilà pour les ministères, les trois aspects que nous cherchons à identifier dans les politiques qu'ils mènent et dans les dispositions qu'ils auront prises en tant que ministère et en tant qu'autorité politique. Pour les collectivités territoriales, il y a 6 catégories que nous allons évaluer. Bon, sur la première catégorie, notamment participation et engagement citoyen, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations pour promouvoir la participation des citoyens et haute légitimité à toutes les étapes du processus décisionnel relatif à la conduite des agendas de développement au niveau local. Notamment, est-ce que les collectivités elles-mêmes ont mis en place des dispositifs pour que les citoyens puissent participer pour faire le diagnostic de leur territoire, identifier quels sont les problèmes qui se posent dans le territoire, identifier les besoins qui s'y posent, mais également les prioriser. Est-ce que les citoyens sont impliqués dans la mise en œuvre, dans le suivi et dans l'évaluation de tout cet agenda qui va être déroulé au niveau des territoires, ou est-ce que c'est uniquement les élus qui conduisent les processus? Donc ça, c'est la première catégorie. Si nous voyons des bonnes pratiques et des innovations mises en place par les élus locaux, les élus territoriaux pour une bonne participation des citoyens, nous pourrons les sélectionner pour qu'ils puissent participer à la compétition. Deuxième catégorie, c'est sur la transparence et la redevabilité. Nous cherchons là les expériences inspirantes et les innovations pour assurer une meilleure circulation de l'information budgétaire, mais surtout l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources publiques. Alors, pour ça, nous cherchons des innovations pour rendre accessible l'information budgétaire. Et quand nous disons rendre accessible, ce n'est pas uniquement l'accessibilité physique, mais c'est aussi l'accessibilité intellectuelle de la chose. Le budget tel qu'il est présenté, s'il est affiché, il est accessible, il devient accessible puisque par l'affiche, on peut voir, mais est-ce qu'il est traduit en format simplifié qui permet aux citoyens de comprendre ce qui est dans le budget et qui permet, le cas échéant, de réclamer leurs droits? Donc voilà, s'il y a des dispositions qui sont prises
Notamment, on entend souvent budget citoyen, budget simplifié, etc., etc. Ou alors ben, les mécanismes de redevabilité que les élus mettent en place pour régulièrement rendre compte de l'utilisation des ressources publiques. Dans quelques pays, on voit que les maires, chaque mois, bon, si je dis les maires, vous entendrez aussi au Congo les bourgmestres, hein. C'est la même chose. Donc, est-ce que les autorités locales mettent en place un dispositif pour que chaque mois, ils puissent rencontrer les citoyens pour leur rendre compte de ce que, bon, je dis chaque mois, mais ça peut se faire tous les 3 mois, ça peut se faire tous les 6 mois, pour rendre compte de l'utilisation des ressources et pour resserrer les liens par la communication entre les élus et les citoyens, puisque c'est un gros défi en Afrique. Troisième catégorie, c'est sur l'efficacité et l'efficience budgétaire. Là, nous cherchons des expériences inspirantes et des innovations pour réorienter et affecter plus de ressources budgétaires vers les besoins des communautés. Ce que nous avons observé de notre longue pratique d'accompagnement de la décentralisation en Afrique, c'est que pour une bonne partie des ressources budgétaires, ces ressources sont orientées vers le fonctionnement, la prise en charge des salaires, les factures, etc., etc., au détriment de l'investissement. Et pourtant, c'est dans l'investissement que la demande sociale est prise en compte. Quand les citoyens ont besoin de quelque chose, ça doit être traduit dans le budget d'investissement. Donc, ce que nous cherchons, c'est est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour inverser cette tendance où 80 à 90% du budget va vers le fonctionnement au détriment de l'investissement? Ou alors, est-ce qu'il y a des approches pour assurer une meilleure mobilisation des ressources locales et des recettes fiscales dans les territoires? Je sais que souvent, dans quelques pays, le cadre normatif permet à des autorités locales de mobiliser les recettes fiscales. Qu'est-ce que les autorités locales elles-mêmes font une fois que la loi leur donne cette possibilité? Qu'est-ce que les autorités locales font pour mobiliser les ressources et les recettes qui sont sur le territoire? Ou alors, est-ce qu'ils ont des pratiques de gestion axées sur les résultats? Hein, notamment, on parle de plus en plus de budget programme, on parle de plus en plus de gares, hein, la gestion axée sur les résultats. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques ou des innovations dans ce domaine-là, nous les sélectionnons pour les primer par la suite. Quatrième catégorie, c'est pour l'inclusion, l'égalité, l'équité. Et là, nous cherchons pour les collectivités territoriales les bonnes pratiques et les innovations qu'ils auront mis en place pour renforcer l'inclusion, notamment pour les groupes vulnérables, que ce soit des enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes handicapées, comment leurs besoins sont pris en compte dans les budgets publics, dans les agendas de développement au niveau local. Quelles sont les innovations pour renforcer l'égalité, mais surtout pour renforcer l'équité, que d'autres appellent la justice sociale, puisque certains groupes ont tellement été marginalisés, tellement été délaissés au cours de l'histoire que, bon, si on ne fait pas une discrimination positive ou une justice sociale, malheureusement, bon, ils ne pourront pas se retrouver dans la gestion publique. Alors, qu'est-ce qui est mis en place également pour favoriser l'équité territoriale, notamment entre quartiers centraux et quartiers périphériques? Comment ces derniers-là, qui sont périphériques et souvent fragiles, sont pris en compte du fait que l'histoire les a toujours laissés en rade dans les investissements qui se font dans les villes. Donc, voilà pour la quatrième catégorie, égalité, inclusion et équité. Pour la cinquième catégorie, nous cherchons pour les collectivités territoriales les expériences et les approches ou mécanismes mis en place pour assurer l'assistance et la protection sociale par la prise en charge des groupes, mais aussi des communautés vulnérables et ou marginalisées. Très souvent, on voit que dans les villes, il y a des communautés qui sont à la périphérie, des communautés qui sont considérées comme étant des groupes vulnérables ou des groupes marginalisés. Bon, quels sont les mécanismes d'assistance mis en place par les autorités locales ou quels sont les mécanismes de solidarité mis en place par les autorités pour s'assurer que ces groupes qui sont dans les villes bénéficient également des ressources publiques? Hein, quel mécanisme de solidarité ou d'assistance est mis en place pour les prendre en compte? Et enfin, sur la dernière catégorie pour
pour les collectivités territoriales, 6e catégorie, donc c'est sur la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Là, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations pour une meilleure articulation entre les différentes échelles territoriales. Bon, quand on dit décentralisation et quand on dit développement, très souvent, on oublie que c'est une affaire d'échelle. Ça part du territoire vers le niveau national et des fois même vers le niveau sous-régional. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que ces différentes échelles, depuis le village, le quartier, la ville, le département, la région, les pôles, les pays et la sous-région puissent être connectés? Très souvent, on oublie cela. Et quelles sont les bonnes pratiques et les innovations mises en place également pour assurer une cohérence entre les initiatives locales et les politiques publiques? Un exemple, c'est quand on parle des questions d'éducation, de santé, très souvent les États ont transféré les compétences vers les collectivités territoriales. Et si les collectivités doivent faire des investissements, est-ce qu'ils prennent le soin de s'assurer que l'investissement qu'ils sont en train de faire, qui est une initiative mise en œuvre dans un quartier ou dans une commune ou dans une ville, et comment est-ce que ça s'articule avec la politique publique, notamment en matière d'éducation. Dans plusieurs pays, les États ont donné la compétence, mais la pyramide scolaire existe et ceux qui doivent faire des investissements et des immobilisations doivent s'assurer que les immobilisations s'articulent bien avec les politiques publiques, avec, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'environnement. Et sur cette 6e catégorie, c'est aussi la territorialisation des politiques publiques, notamment les agendas, les programmes nationaux qui sont définis par les gouvernements. En parcourant l'Afrique, on voit que souvent les pays ont des programmes au niveau national, ces programmes zéro bidonville, ces programmes insertion des jeunes, ces programmes sur la santé, etc., etc. Donc, c'est des programmes nationaux, c'est des programmes et des politiques publiques qui sont prises en charge au niveau national. Comment est-ce que ces politiques sont territorialisées dans les communes ou dans les entités territoriales? Mais également, c'est les directives communautaires. Dans plusieurs sous-régions, les communautés qui existent, c'est le cas de la CEDEAO ici, c'est le cas du CEMAC ou de l'AEC, dans d'autres contextes, qui sont des institutions communautaires et qui sortent souvent des directives. Comment ces directives sont prises en compte et comment est-ce qu'elles sont internalisées dans les territoires? Bon, pour la zone CEDEAO, par exemple, il y a une directive sur la lutte contre le blanchissement des capitaux, sur les lois de finances, etc., qui ont été internalisées par les différents pays. Comment est-ce que les collectivités territoriales s'en approprient et comment est-ce qu'ils le traduisent en politique locale? Mais c'est également le cas des agendas internationaux. Vous entendez de plus en plus parler de la territorialisation des ODD. C'est vrai, c'est pris au niveau mondial. Au cours du sommet des Nations Unies qui s'est tenu en 2015, qui est valable pour les 15 années à venir. Mais là où ça va se mettre en œuvre, c'est au niveau des territoires. Donc, comment est-ce que les collectivités territoriales s'en approprient et comment est-ce qu'ils parviennent à le domestiquer, à le territorialiser? L'agenda climat qui a été adopté en 2015 à Paris, mais c'est aussi l'agenda de l'Union africaine. Bon, il y a différents agendas qui sont pris par les États, soit ratifiés, soit adoptés. Et très souvent, bon, ça doit être mis en œuvre dans les territoires. Donc, comment est-ce qu'ils parviennent à territorialiser ces agendas internationaux-là? Voilà les 6 catégories pour les collectivités territoriales. Et si nous voyons des bonnes pratiques, des innovations ou alors des expériences inspirantes menées par les maires dans ces catégories-là, nous essayons de les identifier et nous les invitons à participer au processus pour être primés par la suite. Pour les journalistes et communicants, nous cherchons là des articles de presse visant à informer les lecteurs sur des événements, des faits ou des opinions actuelles sur la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Ces articles doivent avoir pour but de susciter un débat, d'influencer l'opinion publique et sur les faits dans les collectivités territoriales. Là, ce que nous cherchons, c'est de drainer beaucoup plus de journalistes vers des papiers de qualité dans les territoires, puisque nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font dans les territoires, soit conduites par la société civile, soit conduites par les élus. Et malheureusement, si la presse ne s'y intéresse pas pour faire des articles qui pourront être lus, personne ne va les connaître. Donc, c'est vraiment, en instaurant ce prix, c'est aussi faire un appel à la presse pour qu'il puisse s'intéresser aux faits
en lien avec la décentralisation, en lien avec la gouvernance et le développement local, qui puissent rédiger de bons papiers qui pourront être lus à travers l'Afrique. Et chaque fois que nous voyons de bons papiers, bon, pour ceux qui sont abonnés sur notre site, je vous encourage à le faire. Chaque fois que nous identifions de bons articles sur les questions de gouvernance, décentralisation et démocratie, ben nous les reprenons et nous les diffusons à l'échelle Afrique. C'est vrai que l'OIDP, on est en Afrique, mais c'est lu à travers le monde également. Et deuxième catégorie pour les journalistes, les communicants, c'est les documentaires audiovisuels que ces journalistes et ces communicants font pour relater des choses qui se feront en matière de décentralisation, gouvernance et développement local et qui sont faits sous forme de vidéos, sous forme d'interviews pour raconter une histoire ou explorer des sujets spécifiques. Et là, souvent, quand on est devant la télé, on voit de bons documentaires qui se font dans plusieurs domaines. Ça a été le cas sur les questions de mangroves, ça a été le cas sur l'insertion des jeunes, ça a été le cas sur l'exploitation minière, etc., etc. Et tu vois de bons reportages qui se font sur les territoires et qui relatent des choses qui sont conduites par des personnes. Ça peut être des élus, ça peut être des leaders de la société civile et pour lesquels très souvent, en mettant la caméra là-dessus, ça peut amplifier et surtout ça peut aider à la transformation sociale que nous cherchons en Afrique. Alors, ça, c'est les deux catégories pour les journalistes et les communicants. Pour les universitaires, les chercheurs, nous avons là aussi deux catégories. Le premier, c'est pour les doctorants. Le projet de recherche devra contribuer de manière significative à l'avancement des connaissances dans le domaine de la décentralisation, gouvernance et développement local. Et les appréciations porteront surtout sur le caractère original et novateur pour faire avancer la décentralisation et la gouvernance. Alors, en le faisant, c'est aussi intéresser plusieurs doctorants pour qu'ils puissent prendre en compte les préoccupations qui se posent dans les territoires et qui très souvent ne trouvent pas de solution. Bon, le maire, il peut être confronté, tenu dans la quotidienneté, il peut être confronté à des difficultés, mais il n'a pas le temps du recul. Il a un mandat souvent de 5 ans et pendant 5 ans, il faut faire le maximum. Donc, quand il rencontre des difficultés, il n'a pas le temps de s'arrêter, de réfléchir pour approfondir la question, mais les chercheurs, eux, peuvent le faire puisqu'ils ont plusieurs années, 2, 3 années pour faire leur doctorat, donc ils peuvent prendre une question de recherche dans les territoires et l'approfondir pour en faire des sujets de doctorat. Donc, si nous voyons de bons projets de recherche doctorale, nous les identifions et nous les invitons pour qu'ils fassent partie du processus pour qu'ils peuvent les mener vers la distinction, vers le prix. C'est aussi, au-delà des doctorants, c'est aussi les chercheurs confirmés, c'est des enseignants-chercheurs qui peuvent prendre aussi des articles scientifiques sur des thématiques bien précises. Et si ça concerne la décentralisation, la gouvernance et le développement local, et si c'est destiné également à la publication scientifique spécialisée, nous pouvons les distinguer, les choisir et pour qu'ils fassent partie du processus pour en définitive être primés le 10 octobre à Dakar. Ça, c'est la quatrième catégorie d'acteurs, donc les universitaires et chercheurs. La cinquième catégorie, c'est les enfants et les jeunes. Nous les impliquons, je l'ai dit tantôt, parce que nous considérons que c'est de puissants vecteurs pour ancrer les valeurs de la démocratie et de la gouvernance. Aujourd'hui, plusieurs conflits qu'on voit en Afrique, c'est des conflits uniquement en lien avec la citoyenneté, en lien avec le leadership, en lien également avec la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, ce qui l'amène, c'est aussi parce que très souvent, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, certainement que, bon, quand ils ont été à bas âge, ils n'ont pas reçu tout ce qui devait l'être pour connaître ces valeurs de la citoyenneté-là, de la décentralisation, gouvernance. Et donc, voilà, nous inversons cette tendance en travaillant avec les jeunes qui travaillent sur des créations musicales, sur des supports audiovisuels, avec les messages qu'ils vont passer. Nous essayons de voir les puissants messages qu'ils passent pour impacter sur la citoyenneté et les accompagner pour la bonne gouvernance et la démocratie. Donc là, pour les enfants et les jeunes, c'est essentiellement à travers les créations musicales et surtout les textes de ces créations musicales-là. Ça peut être le slam, qui est très répandu, la culture urbaine,
le rap, etc., mais aussi les jeunes que nous accompagnons, enfin, qui sont accompagnés également à travers les lycées et qui peuvent, à travers des textes qu'ils produisent, produire de bons papiers ou de bons textes pour la sensibilisation. Enfin, la sixième catégorie, c'est pour les citoyens modèles. Et quand on dit citoyens modèles, ça peut être les leaders de la société civile, ça peut être bon, des individus hein, qui sont dans les quartiers, ça peut être des présidents de groupements de femmes, ça peut être des présidents d'associations de jeunes, ça peut être des présidents de mouvements ou de personnes handicapées, etc. Tous ceux qui sont euh, citoyens dans des territoires et qui mènent des actions et des initiatives pour améliorer les conditions de vie, mais aussi pour améliorer la qualité et le cadre de vie des communautés locales. Nous sommes conscients que dans ces territoires, les communautés sont souvent confrontées à des contraintes, très souvent très difficiles. Comment est-ce que ces citoyens parviennent à transformer ces contraintes locales en innovation et en opportunité pour le développement endogène? Il y en a, on en a vu un peu partout en Afrique. Vous-même, ceux qui sont dans la société civile, c'est aussi souvent pour ce travail-là que vous faites les actions de développement dans vos ONG, dans vos associations, etc. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques qui sont faites et qui parviennent à inverser cette tendance, qui parviennent à produire ce changement-là pour améliorer les conditions de vie des citoyens dans les communautés, nous les identifions et nous les impliquons au processus pour qu'ils puissent primer à terme. Voilà les 6 catégories d'acteurs que nous ciblons et vous verrez que c'est essentiellement les acteurs qui sont concernés par la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Donc, et à travers le processus que nous lançons, chaque fois qu'il y a une bonne pratique, chaque fois qu'il y a une expérience inspirante ou chaque fois qu'il y a une innovation qui est portée par les ministères, qui est portée par les autorités locales, qui est portée par les journalistes communicants, qui est portée par les chercheurs, porté par les enfants à travers les messages qu'ils passent pour le porter en définitive par les citoyens, que nous appelons les citoyens modèles transformateurs. Chaque fois qu'il y a de bonnes pratiques qui sont identifiées, nous les sélectionnons, ils peuvent rejoindre le processus pour rentrer dans l'évaluation et qu'à terme, qu'ils puissent recevoir le trophée ici à Dakar. Les instances qui ont été mises en place, ils sont au nombre de 2. C'est le comité de pilotage à travers bon, la représentation des ministères. Et ça, c'est le ministère des collectivités, de l'urbanisme et des collectivités territoriales du Sénégal qui représente les ministères à l'échelle d'Afrique, puisque c'est le ministère des collectivités du Sénégal qui est dans le comité technique spécialiste numéro 8 de l'Union africaine, qui s'occupe de tout ce qui est décentralisation, gouvernance et développement local. Donc, bon, naturellement, ils vont assurer la présidence du comité de pilotage à l'échelle continentale. Ensuite, le président de l'OIDP, le secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, basé à Rabat au Maroc. Ensuite, les représentants des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union africaine pour le moment. Ensuite, le président du comité scientifique, je reviendrai sur la composition du comité scientifique, et enfin le secrétaire général de l'Observatoire. Donc, c'est les 6 ou 7 personnes qui sont dans le comité de pilotage. Ce comité a essentiellement pour objet de donner les orientations politiques en lien avec ce prix d'excellence-là. Ensuite, il y a le comité scientifique composé d'une vingtaine de membres et qui va essentiellement travailler pour évaluer les soumissions et ensuite rédiger le mémorandum qui sera adressé à l'ensemble des chefs d'État d'Afrique et à la Commission de l'Union africaine. Donc, ce comité scientifique est d'ailleurs en cours de sélection. Hein. Khadim, la clôture, c'est quand pour la sélection des membres du comité scientifique? C'est normalement le 15 avril. Le 15 avril. Donc, on a lancé l'appel pour que tous ceux qui sont intéressés, bon, qu'ils soient des personnalités avec une stature qui leur permet de bien appréhender les processus de décentralisation, gouvernance et développement local, qu'ils puissent
soumettent leur dossier. Le comité de pilotage va faire la sélection du comité scientifique. C'est une vingtaine. Alors, la composition, c'est 4 représentants des ministères en charge de la décentralisation et collectivité, 4 représentants des associations de pouvoirs locaux, 2 représentants des partenaires techniques et financiers, 5 représentants des universités et think tanks, et 5 représentants également des experts et représentants de la société civile et des médias. Voilà la vingtaine de personnes qui participera à évaluer les soumissions qui seront faites sur la plateforme et qui permettra également de sélectionner les 5 meilleurs de chaque catégorie. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons recevoir les soumissions, mais nous allons sélectionner les 5 meilleurs qui vont continuer le processus. Alors, comment choisir les 5 meilleurs? D'abord, c'est les fiches de candidature qui seront soumises. La plateforme, on va vous le présenter tantôt, tout à l'heure. Et les fiches de candidature qui vont être soumises avec un ensemble d'informations demandées vont faire l'objet d'une évaluation. Et cette évaluation sera faite par les membres du comité scientifique. Et ensuite, cette évaluation, la fiche de candidature a un poids de 40%. Donc, mettez du soin à bien rédiger le document. Je sais que l'Africain n'aime pas bien écrire. C'est dommage. Hein? Donc, mettez du soin à bien documenter. Vous aurez 2 mois et demi pour écrire votre fiche de candidature, remplir le questionnaire, etc. Ensuite, les 5 meilleurs qui seront sélectionnés à partir des fiches de candidature seront invités à venir faire la présentation en public. Hein, la présentation en public, ça se tiendra, je reviendrai sur la date. Vous aurez chacun 15 minutes pour présenter ce que vous avez mis sur la fiche. Et à partir des 15 minutes, le comité scientifique pourra faire une évaluation et cette évaluation comptera pour 30%. La présentation en public et la note qui sera remise par le comité scientifique. Ensuite, pour les collectivités et pour les États, nous allons faire l'évaluation citoyenne qui se fera dans les territoires qui auront été nominés. Et là, c'est pour aller regarder ce qui se passe dans ces territoires, ce qui a été écrit, est-ce que c'est en adéquation avec ce qui est dans la fiche, et nous assurer que les citoyens se reconnaissent dans ce qui est fait, aussi bien au niveau des ministères que ce qui est fait au niveau des collectivités territoriales. Donc, comme je dis, l'évaluation citoyenne ne se fera que pour les ministères et pour les collectivités territoriales. Et ça a un poids de 25%. Alors, la dernière note sera le vote du public, qui a un poids de 5%. Quand nous passerons à la conférence d'apprentissage, notamment quand nous donnerons l'occasion aux élus et à l'ensemble des nominés de présenter, ça sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux et sur la télévision numérique. Et donc, les citoyens pourront regarder, sera retransmis également en Zoom, les citoyens pourront suivre et à la fin, ils pourront noter, donner une note. Et cette note aura un poids de 5% dans la note globale. Ça, c'est la plateforme de soumission à travers laquelle les soumissions seront faites par l'ensemble des acteurs. Les ministères, c'est là où ils vont soumettre, les collectivités territoriales, c'est là où ils vont soumettre, les journalistes communicants, les universitaires, mais également les jeunes à travers les créations musicales, mais aussi les citoyens, c'est là où ils vont soumettre. Alors, prenez bien ce lien-là, puisque si vous voulez soumettre, c'est à travers cette plateforme que ça va se faire. Ça a totalement été dématérialisé, puisqu'on veut éviter que, à travers les envois, que ça se perde, etc., etc. Et la plateforme est aussi conçue de sorte que vous pouvez commencer la soumission dès demain. Je pense que demain, la plateforme sera lancée et la terminer aux alentours du 15 juin. N'attendez pas la dernière minute pour soumettre. La plateforme est conçue de sorte que chaque fois que vous mettez une information, vous pouvez sauvegarder et quitter, aller collecter d'autres informations, etc. et finaliser le moment venu avant la clôture de la plateforme. Donc, le deadline, je disais que c'est au mois de juin. Donc, vous avez jusqu'au 16 juin pour finaliser vos soumissions. Les directions et les ministères, les élus locaux,
les chercheurs, les journalistes, les citoyens transformateurs, mais également les jeunes. Vous avez jusqu'au 16 juin pour soumettre vos bonnes pratiques et vos innovations et pour les soumettre à l'appréciation du comité scientifique. N'attendez pas la dernière minute pour faire vos soumissions, puisque malheureusement, on constate que c'est souvent à la dernière minute qu'on se bouscule et ensuite la plateforme peut être saturée. Et après, bon, certains ne pourront pas soumettre le moment venu. Et bon, comme la plateforme, elle est faite, elle est faite en numérique, à partir du 16 à 0 heure, ça va déconnecter, donc personne ne pourra plus accéder. Je vais passer la parole à peut-être Khadim pour faire une démonstration sur la plateforme, comment vous pouvez soumettre, de quoi il s'agit, etc. Khadim, à toi. Oui, merci. Merci, Monsieur Kanouté. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Oui. Donc, pour la soumission, comme M. Kanouté l'a suggéré tout à l'heure, le lien, c'est soumission-pel.oidp-afrique.org. Donc, vous vous rendez sur ce lien et vous aurez cette interface. Donc, là, vous aurez deux possibilités. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il faudra cliquer sur le bouton s'inscrire en rouge ici en bas. Et c'est là que vous allez renseigner vos informations. Donc, vous mettrez votre nom, votre adresse email, vous choisirez un mot de passe, vous répétez le même mot de passe, vous cliquez sur le nom, sur le bouton Je ne suis pas un robot, et ensuite vous vous enregistrez. Donc, une fois que ce sera fait, vous allez revenir sur l'interface principale. Et là, vous allez mettre votre adresse email et votre mot de passe, les mêmes que vous avez mis lorsque vous vous êtes inscrit. Et vous allez cliquer sur Connexion. Une fois que vous cliquez sur Connexion, là, vous serez sur la plateforme. Et vous verrez même qu'il y a un compte à rebours avec le nombre de jours restants. Donc, on est à 68 jours, 12 heures, 52 minutes, etc. Donc, maintenant, pour soumettre, selon votre catégorie, si vous êtes, par exemple, bon, je ne vais pas faire la démonstration pour tous les types d'acteurs, mais je peux prendre, par exemple, pour les collectivités territoriales. Vous cliquez sur le bouton soumissionner. Donc, vous l'avez dans les trois langues, soumissionner, submit et submetter. Et vous cliquez sur collectivité territoriale, par exemple. Et là, vous avez accès à l'ensemble des questions qui vous seront posées, notamment sur les données de base de votre collectivité territoriale, la description de votre expérience, la méthodologie, les résultats que vous avez obtenus, les perspectives et également le résumé et les conclusions. Donc, sur la partie description, vous aurez à présenter votre pays. Donc, vous verrez que c'est les pays d'Afrique. La région dans laquelle votre collectivité territoriale se trouve, le statut de la collectivité territoriale, c'est-à-dire si vous êtes une commune, une ville ou bien une province, etc. Le nom de la collectivité territoriale, le téléphone du contact, donc la personne à contacter en cas au cas où on a besoin de prendre contact avec la collectivité, le courrier de la personne qui soumet, également le nombre de femmes et d'hommes dans le conseil municipal, la taille de la population de la commune, des agrégés, notamment le nombre de femmes, nombre de jeunes et nombre d'hommes, la superficie de la collectivité, la densité, etc. Donc, ce sera les données de base de la collectivité territoriale pour pour la première page. Lorsque vous allez sur la deuxième page, là, vous allez commencer les éléments de description de l'expérience. Donc, vous mettrez le titre du projet que vous souhaitez partager, sa date de début, la date de fin également, si le projet est arrivé à terme, le nom de la personne de contact, donc vous la répétez ici, le poste de la personne de contact, donc sa position au niveau de la collectivité territoriale. Vous revenez sur les objectifs du projet, la description des différentes étapes également du processus, la pertinence de l'expérience et également la cohérence de l'expérience, la durabilité de l'expérience, etc. Sur la troisième page, vous aurez des questions sur la méthodologie que vous avez eu à utiliser. Donc, pour cette page spécifiquement, vous cliquez d'abord sur Ajouter et on vous demandera de décrire votre méthodologie et de décrire également les outils que vous avez eu à utiliser pour votre expérience.
Sur la quatrième page, on vous posera des questions sur les résultats qui ont été obtenus, leur efficacité, l'efficience de l'expérience également, la capitalisation des résultats, euh, les effets et influences sur la politique publique locale, les effets et influences sur les acteurs, les populations, c'est-à-dire comment les communautés elles-mêmes ont perçu l'expérience. Ensuite, vous allez sur l'avant-dernière page qui revient un peu sur les perspectives. Donc là, vous aurez à décrire quelles sont les utilisations futures que vous ferez des résultats, c'est-à-dire si vous allez faire une mise à l'échelle ou quelque chose comme ça, ou bien la viabilité des résultats. Là aussi, vous allez en faire un peu la description, la diffusion des résultats et feedback vers les populations également pour cette partie concernant les perspectives. Et pour ce qui est de la dernière page, donc les résumés et conclusions, là, vous aurez à décrire les éléments saillants de l'expérience, les défis, les opportunités, mais également les raisons pour lesquelles vous estimez qu'il s'agit d'une bonne pratique et quelles sont les raisons qui expliquent que votre soumission est au-dessus du lot, donc est la meilleure par rapport aux autres. Et à partir de ce moment, vous pourrez soumettre votre proposition. Et là, vous verrez que lorsque, comme M. Canutel l'a dit tout à l'heure, si vous n'avez pas rempli toutes les cases, lorsque vous reviendrez sur la page d'accueil, vous verrez que vous aurez soumission incomplète. Donc, si vous voulez reprendre, il n'y a pas besoin de recréer une nouvelle soumission. Il vous suffit juste de venir ici sur Action et de cliquer sur Modifier. Et à partir de là, vous allez encore pouvoir reprendre là où vous étiez arrêté. Donc, il n'y a pas besoin de créer une nouvelle soumission. Je peux peut-être faire une démonstration pour une deuxième catégorie avant de remettre la parole. Peut-être la catégorie journaliste. Pour ça également, vous aurez à remplir 3 pages. Donc, la première page, ce sera les données de base du produit. Donc, pour votre produit, vous mettrez le titre. Vous allez également sélectionner la typologie, c'est-à-dire si c'est un article de presse, si c'était un documentaire, ou bien si c'est un reportage télévisé, ou bien un reportage vidéo. Le lien du produit, c'est-à-dire si, comme vous pouvez le voir, bon, il y a un exemple de lien ici, si ça a été publié sur une presse en ligne, ou bien si c'est une vidéo YouTube, ou bien si c'est une vidéo qui est passée au journal télévisé et que vous avez le lien de cette édition du journal, vous pouvez toujours les mettre ici. La date de publication également à mettre, la zone d'exécution ou bien la collectivité territoriale qui est concernée. Par exemple, si vous avez fait un reportage sur la ville de Dakar, vous pourrez mettre ici Dakar, ou bien si vous avez fait ça à Goma ou bien à Bukavu, en RDC, vous pouvez toujours le mettre. La date de publication aussi, le support de publication ou de diffusion avec les références. C'est-à-dire que si vous l'avez diffusé sur YouTube, il faudra préciser ici que c'est le cas. Si ça a été publié sur le site d'une page de presse locale ou bien de presse internationale également, il faudra le préciser. Ensuite, vous mettez le prénom du candidat, son domaine de spécialisation, c'est-à-dire que si vous êtes un journaliste en décentralisation, un journaliste économique, ça aussi, il faudra le préciser. Là, vous allez faire une petite description de vos expériences en tant que candidat. Ensuite, le numéro de téléphone, le courrier et également s'il y a des articles précédemment publiés sur la même problématique aussi, vous pourrez les mettre ici. Et vous pourrez également mettre le nom de l'organe de presse pour lequel vous travaillez. Pour la deuxième page, vous revenez un peu sur le contexte de réalisation de votre produit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a suscité la rédaction de cet article, qu'est-ce qui a suscité la réalisation de ce reportage ou bien de ce documentaire. Ce sera à décrire dans cette partie. Également, vous allez préciser si c'est une initiative personnelle ou bien si ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous allez décrire votre source de motivation, ce qui vous a poussé à réaliser cet article ou bien ce reportage ou ce documentaire. Là aussi, vous allez un peu faire une courte description du produit en mettant en exergue les bonnes pratiques issues de ce produit-là. Quelles ont été les contraintes et les difficultés rencontrées pour la réalisation du produit et quelles sont les raisons qui expliquent que votre soumission soit la meilleure également. Et vous allez aller sur la toute dernière page, sur les perspectives.
où on vous demande si vous avez pu réaliser ultérieurement des activités sur la thématique de gouvernance participative. Donc, ce sera à décrire si c'est le cas. Donc, si oui, lesquels. Sinon, si vous choisissez l'option non, vous n'aurez pas à les décrire. Et ici également, ce sera la même chose. Vous pouvez enregistrer si vous n'avez pas terminé. Et lorsque vous revenez, vous retrouverez que votre produit est toujours, votre soumission autant pour moi est toujours sur la plateforme. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, je pense que M. Kanouté va revenir tout à l'heure sur le support en ligne. Il y a un numéro qui vous sera donné au cas où vous aurez des complications ou bien des contraintes lors de votre soumission. Donc, merci à tous pour l'attention. M. Kanouté, je vous retourne la parole. Merci, merci Khadim pour la présentation. Et alors, cette plateforme, c'est essentiellement pour soumettre, et comme on l'a dit, au plus tard le 16 juin. Au plus tard le 16 juin, les dépôts devront se faire. Alors, le planning est le suivant. Nous avions fait le lancement le 27 mars passé à l'échelle continentale. Et là, nous sommes dans les sous-régions pour faire des sessions d'information. Ensuite, les dépôts se feront au plus tard le 16 juin. Je reviendrai, Khadim l'a montré le lien, mais je reviendrai là-dessus. Et ensuite, nous aurons du travail à faire avec le comité scientifique, notamment pour qu'ils puissent, une fois que les soumissions sont faites, à partir du 24 juin jusqu'au 11, le comité scientifique va évaluer les soumissions qui ont été faites sur la plateforme. Et ensuite, nous publierons la liste des nominés le 15 juillet. Une fois que le comité scientifique a fait le travail, on va classer les 5 meilleurs de chaque catégorie, notamment pour les collectivités, et nous publierons la liste des nominés le 15 juin. Cette publication se fera sur les réseaux sociaux, mais ça se fera également à travers nos points focaux nationaux et nos points focaux sous-régionaux qui pourront relayer l'information auprès des nominés. Ensuite, pour les collectivités et les ministères, nous ferons les évaluations citoyennes. Ça se fera du 4 au 22 août, où nous passerons pour regarder l'information qui a été partagée et pour faire l'évaluation avec les citoyens. Et ensuite, bon, nous travaillons avec le comité scientifique pour l'habilitation, mais surtout, date importante, c'est la conférence d'apprentissage qui se tiendra du 1er au 5 septembre. Les 5 nominés de chaque catégorie donc seront invités pendant cette période-là pour venir présenter ce qu'ils ont mis sur la fiche et ce qui a été nominé sur la fiche. Puisque nous considérons que ceux qui arriveront à cette étape-là, c'est déjà des champions. Hein, c'est les meilleurs qu'on aura choisis, les 5 meilleurs de chaque catégorie qu'on aura choisis, et nous leur donnons l'opportunité pour qu'ils puissent présenter en public ce qu'ils ont fait pour que d'autres puissent apprendre de cela. C'est pour cela qu'on dit conférence d'apprentissage. Et donc, je reviendrai sur le planning des 5 jours de la conférence, mais retenez la date, c'est du 1er au 5 septembre. Et à la suite de cette conférence d'apprentissage qui permettra aux nominés de présenter, qui permettra au comité scientifique d'écouter et de poser des questions, mais également qui permettra au public de voter, nous allons publier la liste des primés. Donc, des 5 meilleurs de chaque catégorie, nous allons choisir les 3 qui vont être primés. Et ces 3 seront à Dakar, ils seront invités à Dakar pour la cérémonie de remise des trophées. Et cette cérémonie se tiendra le 10 octobre. Et ça se tiendra au cours du Forum international de la démocratie participative qui se tiendra à Dakar cette année. Les temps forts, donc l'ouverture et le lancement, c'est jusqu'au 7 avril. Bon, les dates ont un peu changé, mais là, je voulais juste surtout insister sur le lien qui vous permet de faire la soumission. Si vous avez vos appareils photo, vous pouvez dès à présent le photographier pour tous ceux qui veulent faire la soumission, qu'ils puissent aller sur ce lien-là. En cliquant, ça vous amène sur la page que Khadim a présentée tantôt et ça vous permettra d'aller sur la catégorie qui vous concerne. Vous êtes élu local, vous êtes citoyen, vous êtes chercheur, vous êtes journaliste. Vous pouvez aller sur le portail qui vous concerne et vous pouvez commencer vos soumissions.
Alors, tout au long de la soumission, nous allons mettre en place un support en ligne qui permettra de vous accompagner. Bon, soit si vous avez des appels vocaux par WhatsApp, le numéro est là, je vais vous le donner d'ailleurs. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez prendre la photo, hein, pour avoir la totalité de l'information. Donc, le lien, mais également le numéro WhatsApp sur lequel vous devez faire l'appel pour avoir un support. Vous avez des difficultés, etc. La plateforme n'est pas bien comprise, etc. Vous avez des doutes. Vous pouvez appeler de 10h à 16h GMT du lundi au vendredi sur ce numéro WhatsApp que j'ai affiché. Vous pouvez également envoyer des messages vocaux. Et ça, vous pouvez le faire 7 jours sur 7, bon, à toute heure. Vous pouvez envoyer un message vocal toujours sur ce numéro WhatsApp-là, mais vous pouvez également envoyer des messages texto, toujours sur ce numéro WhatsApp, si vous avez des difficultés avec la plateforme. Et bon, pour les appels, celui que vous aurez vous apportera la réponse s'il l'a, sinon il va vous rappeler le temps de poser cela au sein du comité d'organisation pour qu'on puisse apporter les réponses et qui vous arrivera au bout de 24 heures. 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. Alors là, je rappelle la date de clôture. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le 16 ou le 15 pour commencer vos soumissions. Faites-le dès à présent. Puisque au cours de précédentes éditions, ben, les gens nous ont appelés à 22 heures, alors que c'était à 0 heure. À 0 heure que la clôture allait se faire, ils ont appelé à 22 heures en disant, est-ce que vous pouvez rallonger de quelques jours encore la plateforme? Donc, prenez le temps de faire vos soumissions dès à présent et n'attendez pas la dernière minute, puisque bon, avec la surcharge qu'on voit, c'est une habitude bien africaine où on attend toujours la dernière minute. Alors, la conférence d'apprentissage que je disais tantôt, pour ceux qui seront nominés, les 5 meilleurs de chacune des catégories qu'on a présentées, la conférence d'apprentissage se fera du 1er au 5 septembre et ça sera retransmis en direct sur Zoom. De la même manière qu'on est en train de diffuser en Zoom, ça sera retransmis en direct. Ça sera également mis sur les réseaux sociaux, dans YouTube, la chaîne YouTube. Ça sera également retransmis en direct sur la télé numérique de ENDA, mais ce sera également diffusé à travers les pages Facebook de ENDA, de l'OIDP, de CGLU, etc. Tous les partenaires de cet événement vont reprendre le signal et ils pourront le retransmettre en direct, de sorte que partout où vous êtes, si vous avez la connexion, vous pouvez suivre en direct la retransmission des présentations qui seront faites par les nominés. Alors, cette présentation se fera autour de ce qu'on appelle les tables de conférence. Il y aura une table de conférence pour les 5 meilleures soumissions faites par les ministères et les directions techniques. Il y aura 6 tables de conférence pour les collectivités territoriales, une table de conférence pour les journalistes, une table pour les universitaires et une table pour les enfants et les jeunes. L'agenda des tables est la suivante. Euh, vous aurez maximum 2h30 par table de conférence. Donc, le premier jour, le 1er septembre, alors, les ministères vont passer de 10h à 12h30. De 10h à 12h30, ça risque d'être heure GMT, mais bon, on reviendra là-dessus. Ce sera en fonction aussi de ceux qui seront nominés, mais certainement que nous aurons retenu définitivement 10h à 12h30 pour le passage des ministères. Ensuite, de 15h à 17h30, nous aurons le passage des collectivités territoriales, notamment la catégorie transparence et redevabilité. Deuxième jour, donc le 2 septembre, la catégorie pour les collectivités inclusion, égalité, équité. Donc, les 5 meilleurs de cette catégorie-là passeront et chaque maire aura 15 minutes pour faire la présentation. Ensuite, le comité scientifique posera des questions. La catégorie efficacité, efficience budgétaire, ce sera de 15h à 17h30. Donc, chaque nominé aura là aussi 15 minutes pour sa présentation. La catégorie des élus ayant soumis dans la catégorie solidarité avec les communautés, ce sera le 3e jour, le 3 septembre. Et dans l'après-midi, les nominés de la catégorie territorialisation des politiques publiques et agendas internationaux.
Le quatrième jour, le 4 septembre, donc les nominés de la catégorie participation et engagement citoyen. Et dans l'après-midi, nous aurons les doctorants et les chercheurs. Donc les meilleurs et les nominés des doctorants et des chercheurs, ils passeront le 4 septembre de 15 à 17h30. Et le lendemain, le 5 septembre, les journalistes et les communicants passeront dans la matinée et dans l'après-midi, nous aurons les enfants et les jeunes. Donc voilà l'ordre de passage pour ceux qui seront nominés. Et bon, j'espère que vous serez nombreux à être nominés pour qu'on puisse partager vos bonnes pratiques, vos innovations et les cas que vous aurez documentés pour les rendre visibles à travers l'Afrique, puisque une des missions qu'on a aussi, c'est de relayer l'information pour que tout ce qui se fait dans les territoires en bien, que ça puisse être connu. Dernier temps fort, ça va être la remise des trophées. J'ai dit que c'est les 5 de chaque catégorie qui seront nominés. Ils vont présenter et les 3 meilleurs de chaque catégorie seront sélectionnés dans la liste de ceux qui vont être primés. Et la remise des trophées se fera le 10 octobre au cours du gala de remise des trophées qui se tiendra le 10 octobre. Et ça coïncidera avec la clôture du FIDEPA, le Forum international de la démocratie participative, qui se tiendra cette année à Dakar. Je vous conseille fortement dès à présent de réserver dans vos agendas ce forum-là qui se tiendra du 8 au 10 octobre à Dakar. Quel avantage pour le prix? Bon, d'abord, ceux qui vont être primés, ils recevront leur trophée des mains des autorités et des parrains. Feront l'effort de faire venir des ministres, mais également probablement des présidents pour qu'ils puissent remettre les trophées des ministres pour qu'ils puissent remettre des trophées aussi des collectivités territoriales, mais aussi de personnalités à travers l'Afrique que nous allons choisir pour venir remettre des trophées et qui seront considérés comme étant les parrains. Autre avantage que c'est la visibilité internationale et l'OIDP offre un accompagnement d'1 an pour la coopération décentralisée, mais aussi pour la mise en réseau avec les investisseurs. Bon, très souvent, nous recevons des demandes d'autres villes européennes, américaines, enfin, Amérique du Sud, ou Amérique latine plutôt, et asiatiques qui demandent des possibilités de coopération. Donc, nous les réservons en priorité aux collectivités qui seront nominées. C'est pareil également pour les accords souvent que les universités se font pour l'échange, etc. Nous les réserverons en priorité aux scientifiques qui seront nominés aussi. Alors, pour autre avantage, c'est l'appui financier des guichets et des PTF qui seront signalés. Donc, au moment où nous sommes en train de lancer, nous contactons aussi des partenaires techniques et financiers pour qu'ils soutiennent cette initiative. Bon, ceux qui seront signalés en termes d'appui financier, le moment venu, nous pourrons également le donner aux collectivités territoriales et aux nominés hein, qui auront franchi toutes les étapes du processus. Bon, pour quelques exemples d'accompagnement qu'on a fait, c'est le Forum économique des territoires que nous avons organisé et que nous considérons comme un pont entre l'Europe et le reste du monde. Bon, c'est vrai que toutes les fois où on a fait le Forum économique, ça s'est tenu en Europe. La première fois, c'était en Belgique en 2019 et le dernier, c'était en 2023. C'est vrai, l'année dernière, avec bon, le contexte un peu compliqué, on n'a pas pu faire de forum économique, mais donc c'est un accompagnement que nous offrons aux 30 collectivités territoriales nominées, mais aussi également aux journalistes, etc. Et la première fois, on les a amenés en Belgique et la dernière fois, c'était en France du 25 au 30 septembre à Paris. Et là, bon, c'est quelques-unes des images. Ils ont pu rencontrer la diaspora, par exemple. Et ça, c'était l'image de la rencontre entre les élus et les diasporas qui se trouvaient en Europe. On a pu identifier une bonne cinquantaine d'associations de diaspora qui étaient là et qui souvent sont en attente de possibilités de coopération avec leur pays d'origine et avec leur ville d'origine. Donc, bon, ça a été tenu à l'Assemblée nationale française où ils nous ont offert une salle et ça a été présidé par l'ambassadeur du Sénégal en présence de différentes autorités.
Ça, c'est quelques-unes des photos. Bon, ils ont pu rencontrer également les investisseurs, notamment les investisseurs privés, ceux qui sont des investisseurs autonomes et ceux qui sont inscrits dans les chambres de commerce. Par exemple, on a tenu une journée à Yvelines-Versailles avec les investisseurs privés qui sont inscrits à la chambre de commerce là-bas. Et bon, en bas, vous avez l'image qu'on avait tenue à Bruxelles, où on a rencontré là aussi le secteur privé belge pour les investissements. Bon, là, à droite, c'est la rencontre qu'on a tenue avec les investisseurs internationaux. Bon, on a amené les maires visiter Disneyland en France, notamment à Marne-la-Vallée. Et là, ils ont rencontré les investisseurs internationaux. Vous savez que Disneyland, ça a été fait par les Américains. C'est les Américains qui ont investi et qui sont venus faire cet investissement massif en France. Donc, bon, c'est donc une opportunité pour les élus, mais également pour les autres acteurs de rencontrer les investisseurs privés et les acteurs internationaux. Ils ont pu également faire la coopération décentralisée en participant au congrès des maires et présidents de l'EPCI, mais c'était surtout une rencontre entre autorités locales Afrique et autorités locales européennes, notamment français, où ils ont pu nouer des contacts pour approfondir sur la coopération décentralisée. Bon, ils ont également rencontré des programmes de coopération avec l'Association internationale des maires francophones et des régions francophones, l'Agence nationale de cohésion des territoires en France, le partenariat pour le gouvernement ouvert en France, l'Union européenne, notamment qui a partagé, bon, UE, c'est ce qu'on a fait en France. Et en 2019, on a été au siège de l'Union européenne en Belgique, où ils ont pu avoir la présentation par des responsables de programmes qui s'occupent de société civile et qui s'occupent des autorités locales. Ils ont pu faire une présentation exhaustive des axes de coopération que l'Union européenne a avec les autorités locales et avec la société civile. Bon, là, c'est la Chambre de commerce de Bruxelles, hein, où ils ont pu tenir aussi une réunion. Alors, c'est important ce que nous sommes en train de faire. Et vraiment, pour traduire cette importance, je n'ai pas trouvé mieux que cette citation que je vais partager avec vous, qui dit que tant que les lions n'auront pas leur historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Nous voulons être de notre côté ceux qui contribuent à écrire le narratif de l'Afrique. Et ce narratif, ça parle majoritairement des territoires, de vous, autorités locales, ce que vous êtes en train de faire, vous, organisations de la société civile, ce que vous êtes en train de faire. Et notre rôle, c'est de faire remonter à la surface cette histoire que vous êtes en train d'écrire dans vos territoires, cette histoire que vous êtes en train d'écrire dans vos villes, cette histoire que vous êtes en train d'écrire dans les ministères, hein, pour que le processus de décentralisation, gouvernance et développement local puisse prendre son envol. C'est important que cette histoire soit écrite par les Africains. Si nous ne l'écrivons pas, nous verrons toujours les images négatives sur l'Afrique. Et ça, il faut le corriger. Si vous êtes en Europe, chaque fois que vous mettez la télé, ce qu'on vous fait voir, c'est l'image de l'Afrique en guerre, l'image de l'Afrique en famine. Et on oublie qu'à côté de ça, il y a aussi l'image de l'Afrique positive qui est mise en œuvre par les élus locaux, qui est mise en œuvre par la société civile dans des contextes souvent très difficiles, qui est mise en lumière par les journalistes, mais également qui est mise en lumière par les jeunes et par les citoyens transformateurs qui font des innovations extraordinaires dans des contextes très, 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 très compliqués. Soyons les historiens qui contribueront à rédiger l'histoire de l'Afrique par les territoires. Voilà, c'est l'image, notamment le dernier temps fort qui va se tenir, le Forum international de la démocratie participative, 6e édition, qui se tiendra du 8 au 10 octobre. Et c'est à cette occasion que sera remis les trophées aux autorités locales, aux organisations de la société civile, mais également à toutes les catégories d'acteurs qui seront primés. Je vous suggère fortement de réserver ces dates-là et je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui seront nominés et tous ceux qui vont être primés, mais aussi à tout le monde, puisque le Forum international, c'est un moment d'échange où nous pourrons partager sur des thématiques
pour le moment, le thème n'est pas totalement stabilisé, mais c'est clair que ça va tourner autour de la résilience et des questions de souveraineté de l'Afrique. Et quel va être le rôle des États, quel va être le rôle des collectivités territoriales, quel va être le rôle des acteurs territoriaux, quel va être le rôle de la société civile et quel va être le rôle des citoyens. Ça va tourner autour de ce thème-là. Dans tous les cas, tous ceux qui seront inscrits sur la plateforme, vous recevrez le moment venu la note d'information sur le forum qui va se tenir et sera l'occasion de regrouper, de se retrouver pour échanger sur ces différents défis-là et les réponses que nous pourrons apporter. Je termine par vous remercier et vous donner le QR code de l'Observatoire pour tous ceux qui veulent suivre nos activités et tous ceux qui veulent s'abonner. Vous avez soit le site pour le faire, www.oidp-afrique.org, ou alors vous scannez avec votre appareil, là où vous êtes maintenant, vous scannez avec votre appareil photo. Vous allez entrer directement dans le site et vous pouvez vous inscrire. Et comme ça vous permet de suivre nos activités. Nous en conduisons beaucoup, hein. Il y a des sessions de formation, il y a des visites, il y a des appuis techniques mutuels, etc. Il y a plusieurs activités que nous conduisons, mais en étant abonné sur notre page, ça vous permettra de suivre régulièrement nos activités. J'en termine en vous remerciant pour l'écoute. Et s'il y a des questions, on pourra les prendre maintenant, mais je suggérerais auparavant, avant d'aller vers les questions et le temps que vous puissiez préparer vos questions, je suggère qu'on active les caméras maintenant pour prendre la photo de groupe qui permettra d'immortaliser cet instant-là. Donc, activez vos caméras pour la photo de groupe. Monsieur Kanouté, Oui. je voudrais aussi en profiter pour vous informer que Madame le maire est connectée. Ah, Madame le maire, bon, avant de prendre les questions, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez dire un mot. C'est le maire qui a été élu à travers le caucus qui s'est tenu en Afrique centrale, Monique Ayi, qui est maire de la commune de Djeng au Cameroun. Donc, activez vos caméras le temps qu'on prenne la photo et ensuite je vais vous lui donner la parole pour qu'elle puisse prononcer un mot. Madame le maire, avec toutes nos excuses, on a dû commencer en attendant que vous vous connectez. Activez vos caméras. Bonjour, mon cher Bachir. Bonjour, madame le maire. Malheureusement, Du plaisir de vous retrouver. Ah, apparemment, son micro a été désactivé. Ah, que le palu m'a cloué au lit. J'ai très mal, ça commence à aller là. Et comme je tenais à ce que il y a des coupures dans au la moins je ligne. reste à l'écoute. Ah oui, parce que nous avons également ce problème de coupure. Le réseau n'est Ouais, pas très bon, mais bon, absolument. on essaie. Ah, c'est déjà Vous bien que vous m'entendez êtes quand là, même? madame le maire, et tous nos remerciements pour cette présence et également toutes nos félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire dans la zone Afrique centrale, mais aussi dans votre commune au Cameroun. Nous suivons de loin et toutes nos félicitations pour tout ça. À présent, je vous donne la parole pour prononcer quelques mots avant qu'on ne passe aux questions et réponses. Ça y est, tout le monde a activé caméra? Oui, mais Alors, je vois beaucoup de caméras ne sont pas encore activées. Activez-les, s'il vous plaît, pour la photo de groupe. J'ai dit une fois photo de famille, on m'a dit non, on n'est pas famille, on est juste un groupe. Bon, donc maintenant, je vais dire photo de groupe alors. Très bien. alors, moi j'apprécie, hein, Merci, cher madame le maire. Bachir. J'apprécie beaucoup tout ce qui est fait là en ce moment parce que Merci. c'est pratiquement stimulant Mhm. pour,
pour nous autres, au niveau des collectivités et tous ceux qui sont les acteurs au niveau de nos territoires et les universitaires et autres, je pense que c'est très, très important de faire de temps en temps ce genre d'activité. Et je souhaite vraiment que les gens s'impliquent fortement pour qu'à la fin, on puisse atteindre les objectifs visés. Donc, à mon niveau, je ne manquerai pas de faire tout ce qui est à mon possible pour que je puisse, autour de moi et moi-même, qu'on puisse réussir à ce challenge. S'il s'agit d'un challenge, donc on va s'y mettre et tous ceux qui sont autour de nous en Afrique centrale, au Cameroun, seront au courant de toutes ces activités. Ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de vous suivre aujourd'hui, je ferai le nécessaire pour qu'ils aient quand même certains détails pour participer à cette Parfait. activité importante. Donc, merci pour tout ce que vous faites et ce que vous avez déjà fait et que vous continuez à faire pour le développement de notre organisation. Donc, voilà. Parce que la Merci. démocratie participative, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de la présenter ou d'en parler. C'est tout le monde qui sait que c'est ça qui est le moteur Absolument. de la réussite dans nos territoires. Donc, voilà, mon cher Bachir, ce que je pouvais dire à l'instant. Merci Merci. beaucoup. Merci, Madame le maire, pour ces mots d'encouragement, mais également tous nos encouragements, puisque je suis conscient de ce que vous êtes en train de faire là-bas dans votre commune et ce que vous êtes en train de faire sur l'économie sociale et solidaire également. Il fait partie des choses aujourd'hui sur lesquelles nous fondons beaucoup d'espoir pour la transformation de l'Afrique. Donc, toutes nos félicitations pour ce travail-là et tous nos encouragements à bien documenter cela et à le partager. Et également, merci pour Madame Monique fait partie des vice-présidents de l'Observatoire et c'est elle qui représente le caucus des élus locaux de l'Afrique centrale. Donc, merci également pour cet accompagnement que vous faites de l'Observatoire. Merci Très beaucoup. bien. Alors, si Khadim, c'est bon, communication, les photos sont prises? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Alors, à présent, on va aller aux questions et réponses. Et vous pouvez demander la parole à travers le chat. Voilà, je vois déjà une main levée. Donc, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole, hein, suivant l'ordre d'inscription. Demande de parole. Je prends Cephas Pierre Ngolé. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom. Non, non, c'est ça mon nom. Merci. Très bien, allez-y. Vous Vous avez la m'entendez? parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien, oui. On vous entend bien. Merci beaucoup de la parole accordée. Je suis Cephas Ngolé depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis coordonnateur de la dynamique Jeunesse Engagement Actif, un mouvement des jeunes. Je suis également membre du Parlement des jeunes de Kinshasa et en même temps journaliste indépendant. Alors, moi, j'ai plutôt une préoccupation. Je voulais soumettre cette préoccupation au concepteur du site. Par rapport aux journalistes indépendants, peut-être que ça pourrait être une catégorie qui pourrait être minimisée. Les journalistes indépendants, je ne l'ai pas vu lors de l'exercice, voilà, l'exercice du site, l'expérience utilisateur. J'ai pas vu cette option-là ou cette catégorie-là parce qu'il y a parmi les journalistes, il y a des indépendants qui n'évoluent pas dans des organes de presse. Et eux, ils évoluent en indépendants, ils peuvent publier leurs articles dans plusieurs chaînes au même moment. Alors, je proposerais, si cette catégorie n'a pas été prise en compte, on puisse aussi intégrer la catégorie journaliste indépendant parce que souvent,
on oublie les journalistes indépendants de temps en temps dans des organisations pareilles. Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Très bien. Merci, merci, Cephas Pierre. C'est noté. Vous pouvez baisser la main. On reviendra avec les réponses. S'il y a un autre intervenant, on prend. Le cas échéant, on peut répondre à Pierre en attendant que les autres prennent la parole. Alors, les journalistes indépendants font partie pour nous de la catégorie des journalistes et des communicants. Ce qui nous importe, ce n'est pas uniquement vous appartenez à quel organe, mais qu'est-ce que vous avez publié et où est-ce que cette publication est visible. Si vous avez publié et que ça apparaît soit dans un journal, soit dans un documentaire visible, vous pouvez nous donner l'indication en disant que bon, j'ai fait ça et ça et ça a été vu. Si vous rentrez sur le site, vous allez voir qu'on va vous demander ces informations-là. Donc, ce n'est pas l'affiliation à un organe qui est le plus important pour nous, mais c'est qu'est-ce que vous avez publié. En tant que journaliste dans un organe de presse ou en tant que journaliste indépendant, qu'est-ce que vous avez publié, que ce soit un article écrit, que ce soit un documentaire ou un reportage. Ça va, Pierre? Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci. J'ai aimé la précision. Merci. Alors, donc, les journalistes sont concernés, ils peuvent soumettre. Alors, d'autres intervenants? Pas d'intervention. Bon, il n'y a pas d'intervention, donc est-ce qu'il y a des précisions, comité, ADIM et autres? Est-ce qu'il y a des... Oui, bon, je vois maintenant. Maître Alphonse Sibembe. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom. Et, bonjour à tous. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous avez la parole. Allô? Oui, vous avez la parole, maître. Oui, bonjour, M. Baki. Bienvenue, maître Alphonse. Merci beaucoup pour la parole. Hein. En fait, je voulais intervenir juste... Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, je suis le coordonnateur national hein, d'une association locale dorénavant qui était une association parrainée par la France, Alliance française, et on a changé les labels. Nous sommes maintenant Union francophone pour le développement. Et nous œuvrons dans l'éducation. En fait, je voulais juste intervenir par rapport à deux petites questions. Premièrement, je voulais juste demander par rapport à la présentation au public hein, du projet en quelque sorte ou de ce qu'on fait comme activité pour impacter nos communautés. Je ne sais pas si ça sera une présentation via Zoom ou bien il faudra que les personnes qui doivent présenter leur projet se rendent directement au Sénégal, je ne sais pas. En fait, c'est ça ma première question. Et ma deuxième, c'est lié au contexte actuel à l'est de la RDC. Nous déplorons en tout cas cette situation au site Kivu et au nord Kivu, précisément dans la ville de Goma et de Bukavu. Il y a en tout cas beaucoup de gens qui impactent nos communautés. Malheureusement, à cause de cette situation, on ne saurait pas en tout cas atteindre toutes ces personnes-là pour les sensibiliser afin qu'ils puissent postuler ou disons soumettre leur dossier pour voir s'ils peuvent être sélectionnés ou pas. Voilà, en tout cas, je voulais intervenir juste par rapport à ces deux points-là. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Maître Alphonse, c'est noté. À présent, la parole à David Moukoudi. Maître Alphonse, vous pouvez baisser la main. David, vous avez la parole. Allô? Oui, David, vous avez la parole. Oui. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci pour les différentes communications faites
Alors, je vais avoir une question. Je ne sais pas si ça m'a échappé pendant le déroulement, forcément, de savoir au niveau de ceux qui ont la possibilité de candidater. Est-ce que des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire, oui, les ONG ou les associations, sont parmi les personnes pouvant candidater au-delà, en dehors des administrations publiques ou les élus locaux? C'était un peu ça ma préoccupation. Je ne sais pas si à un moment on a présenté ça, si oui, peut-être ça m'a simplement échappé. Très Merci. bien. C'est noté, David. Merci pour la question. Euh, Pas d'autres interventions. Bon, on va répondre à ces questions-là. Khadim, tu peux tenter des réponses aux questions, notamment Alphonse qui demande est-ce que la présentation se fait par Zoom ou en présentiel? Pour ce qui est de la présentation qui doit être faite, je pense que lors de votre présentation, donc vous y êtes revenu. Elle se fait lors de la conférence d'apprentissage, donc ça va être via Zoom. Et c'est par la suite, lors du gala de remise des trophées, que ça va se faire en présentiel. C'est ça. C'est Très ça. bien. Alors, Alphonse pose aussi la question sur le contexte de RDC. Oui, c'est vrai que c'est une situation que nous déplorons fortement. Bon, je sais que la même situation on retrouve dans d'autres pays du Sahel, hein, où à la limite, même les autorités locales sont dissoutes. Hein, les collectivités territoriales sont dissoutes. Donc, c'est des situations que nous déplorons et je pense que ça apparaîtra dans le mémorandum que nous allons faire, mais ça ne peut pas empêcher à d'autres qui ne sont pas impactés de pouvoir soumissionner. On a une membre, enfin une dame qui est dans le conseil d'administration et qui est dans la zone de Bukavu et qui effectivement dit que c'est très compliqué, très compliqué. Donc vraiment, prions que cette situation de conflit en RDC puisse finir au plus vite, puisqu'en définitive, c'est les populations et les communautés qui sont les plus impactées. Donc, les autres entités territoriales peuvent soumissionner, mais je pense même que pour ceux qui sont dans ces zones-là, s'ils ont déjà fait des bonnes pratiques ou des expériences très innovantes, ils peuvent profiter de ce temps-là pour le documenter et pour le partager. Malgré le contexte de guerre qu'il y a, ils peuvent documenter, ils peuvent écrire, ils peuvent se connecter si c'est possible. Donc, c'est les zones de Sud Kivu et Bukavu, effectivement. Alors, pour David, il pose, Khadim, la question, les ONG ou associations peuvent-ils candidater? Oui, pour ça, je pense même la question est aussi revenue sur le chat, où il demande Oui, si les ONG ou bien les OSC peuvent candidater. Bon, ce qu'ils peuvent faire, c'est que s'ils travaillent en collaboration avec des collectivités territoriales, ils peuvent accompagner ces collectivités territoriales-là à postuler. Sinon, d'accord. il y a des Oui, initiatives qu'ils ont menées et qu'ils peuvent en tant que peut-être mettre, citoyen. ouais, en tant que citoyen, ils peuvent soumettre ça dans la catégorie citoyen modèle. C'est ça. C'est ça. Je pense que la Donc, question est revenue à voilà, je pense que Khadim a donné la précision. Soit vous avez travaillé avec un élu, vous pouvez l'aider à documenter ce qu'il a fait. Et bon, il va le présenter en son nom, mais en le présentant en son nom, vous serez visible aussi. Ou alors, en tant que citoyen, vous êtes leader d'une organisation de la société civile, vous êtes leader d'une ONG, d'un groupement de femmes, d'une association de jeunes. Vous pouvez documenter des choses que vous avez faites. On va vous mettre dans la catégorie citoyen transformateur, citoyen modèle transformateur. Et donc, vous avez ces deux possibilités-là. Mais c'est vrai qu'on ne cible pas explicitement la société civile. Hein, on les choisit à travers soit les citoyens ou alors à travers les actions qu'ils ont menées dans les collectivités territoriales. Merci, David. Alors, d'autres questions? Monsieur Oui, Kanté, juste avant de... David, oui, allez-y. Allez. Oui, permettez que je revienne. Merci pour les explications, c'est bien noté. C'est vrai que le programme il est déjà lancé, mais peut-être c'est une proposition pour le futur, pour les autres éditions, pour améliorer, de savoir que il y a, surtout sur la rubrique
de participation citoyenne. Aujourd'hui, les collectivités travaillent énormément avec les OSC, avec les ONG, surtout par exemple au pays comme le Cameroun, on a la loi sur la décentralisation, sur les collectivités territoriales décentralisées, qui est une loi qui a tout un chapitre consacré aux actions de la société civile. D'ailleurs, il y a une disposition qui prévoit que la société civile accompagne les collectivités dans l'atteinte de leurs objectifs. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus un simple jeu. Donc, moi, je proposerais que pour les prochaines éditions, qu'on voit comment aussi récompenser cette société civile-là qui accompagne, parce qu'il y a beaucoup de choses que les collectivités font, qu'elles peuvent documenter ou je vais dire capitaliser à leur compte, mais qui à la base, c'est un travail acharné qui a été fait par par une organisation de la société civile en partenariat avec une mairie ou avec un conseil régional, et les résultats sont assez palpables sur le terrain. Les limiter seulement à les mettre au compte des élus ou en tant que simple citoyen, pour ma part, ma foi, je vois que c'est bien, mais davantage donnons aussi la possibilité aux organisations d'avoir une certaine visibilité, et non seulement sanctionner par leur donner d'avoir une certaine visibilité et une reconnaissance, mais ça permet que dans des pays où la société civile est vue sous un autre angle, civils dans certains pays ont souvent d'être des opposants au régime en place, d'être ceux qui veulent créer le chaos dans le pays, et reconnaître leurs initiatives, leurs actions d'accompagnement du développement local, les actions de participation citoyenne, avec des récompenses comme celle-là que l'OIDP met en place. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'OIDP en Afrique, ce n'est plus n'importe qui, et même dans le monde entier, n'est pas n'importe qui. Donc, une organisation qui reçoit un prix venant de l'UDP pour ce genre de travaux, ça permet justement de corriger l'image que certains pays donnent aux OSC, à la société civile en général. Et ça permet aussi que l'opinion publique relève que les OSC sont vraiment des acteurs qui accompagnent le développement local, même si c'est en partenariat avec les collectivités. Merci. Très bien, merci. Non, c'est noté, hein. Je pense que, bon, c'est une question qu'on ne peut pas trancher maintenant. Bon, la plateforme est déjà conçue, et d'un et de deux, si on doit ajouter une nouvelle catégorie, il faut le soumettre au comité pour le faire valider. Et, bon, mais la question, elle est notée, et elle va être soumise. Maintenant, en attendant, si vous êtes d'une organisation de la société civile, vous avez la possibilité de soumettre en tant que citoyen transformateur au nom de cette société civile-là, au nom de cette organisation. Donc, dans la présentation, vous pouvez dire, je suis David, tel président de telle organisation. Et c'est vous qui soumettez au nom de la société civile, mais vous le faites en tant que citoyen. Et dans la présentation, vous pouvez donner le nom de l'organisation. Je pense d'ailleurs que pour toutes les leaders de transformateurs qu'on fait, souvent ils le font, soit ils sont dans une association, ils sont dans un groupement, ils sont dans une ONG, ils sont dans, etc., etc. C'est rare qu'il y ait quelqu'un, un singleton, qui se lève et qui fait des choses. Souvent, il le fait dans le cadre d'un groupe organisé, c'est ce qu'on appelle la société civile. Donc, bon, en attendant les prochaines éditions où on va trancher cette question-là, si vous avez quelque chose à documenter, je vous encourage fortement, si vous voulez le rendre visible, de le faire avec les citoyens transformateurs. Comme ça vous permettra de rendre visible l'organisation, soit c'est une ONG, c'est un groupement, et ça vous permet de rendre visible aussi la personne qui travaille dans cette organisation-là et qui a fait cette initiative-là. Donc, ça n'est pas perdu. En tout cas, pour cette édition, je vous encourage, David, si vous avez quelque chose à documenter, de le faire en attendant que le comité tranche sur la possibilité d'avoir la société civile en tant que telle demandée.
Merci, merci David. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à rappeler la date de soumission et surtout le lien. Je vous encourage fortement à photographier avec vos appareils photo, à photographier cette page-là qui est visible maintenant et qui vous permettra après de pouvoir soumettre. Et cette page aussi qui rappelle la date de clôture des soumissions. Donc, si vous devez le faire, faites-le bien avant le 16 juin. Et comme la plateforme est conçue de sorte qu'à ce que ça vous permet d'enregistrer et de revenir, commencez vos soumissions dès à présent. Je voudrais, avant de terminer, remercier Mme Monique Ayi pour sa participation. C'est vraiment elle, le leader on dit non, le leader pour les femmes. Ah, c'est compliqué le français là. C'est elle qui dirige l'observatoire, qui préside l'observatoire dans la région Afrique centrale en tant qu'autorité politique. Donc, Monique, merci pour ta participation. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Je voudrais également remercier tous les points focaux, qu'ils soient des points focaux nationaux ou des points focaux sous-régionaux. Et j'en vois plusieurs qui sont sur la plateforme. Merci à vous pour votre participation. Également remercier les co-organisateurs de cet événement-là. Je veux citer l'Union africaine. Je veux citer également citer les gouvernements locaux unis d'Afrique et qui travaillent avec nous sur cette initiative pour expérimenter. Ça va être la première édition continentale. J'espère qu'on pourra la réussir ensemble et qu'on pourra l'année prochaine l'organiser à nouveau et que ça puisse permettre aussi, à travers les enseignements qu'on aura tirés, à travers les mémorandums qu'on aura rédigés, qu'on puisse aider les gouvernements, qu'on puisse aider les États à améliorer qualitativement le cadre de la décentralisation, qu'on puisse donner des bonnes orientations et également des bonnes suggestions aux instances régionales et continentales, notamment l'Union africaine et les différentes instances sous-régionales, je pense du CEMAC, l'UEMOA, etc., la CEDEAO, et qu'on puisse les aider à assurer un meilleur accompagnement des communautés, mais aussi des citoyens qui sont en Afrique, partout où ils sont. Merci à vous tous qui avez participé, l'équipe technique, Adim et tout le monde. Je voudrais vous remercier pour votre accompagnement et pour l'organisation. Alors, Alphonse, lève la main. Alphonse, vous avez levé la main, j'étais en train de clôturer, allez-y. C'est une ancienne, mais certainement. Donc, je voudrais vous remercier et à présent clôturer cette session de lancement en vous remerciant de votre participation. Merci à vous et à très bientôt en espérant sur la plateforme. Merci à vous aussi. Merci. Patrick, merci à toi pour le travail que tu fais aussi. Merci. Merci.